L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Un balado un peu spécial cette semaine pour terminer la campagne électorale à Saint-Jérôme, surtout pour bien comprendre les enjeux. Au cours depuis le début de l'année 2021, je vous ai expliqué les enjeux. J'ai tenté de vous vulgariser la politique comme je la vois à certains endroits. Bon, je n'ai pas la vérité absolue, mais j'ai quand même pas mal d'expérience. Et il y a des subtilités dans une campagne électorale, parfois qu'on ne voit pas, et c'est ce que j'ai tenté de faire. Et rappelez-vous aussi, le 17 février dernier, j'avais intitulé ma chronique « Ma promesse électorale ». Je vous avais promis de la rigueur. Je vous avais aussi promis des questions serrées envers tous les candidats. Il n'y avait pas de parti pris. Janice Belair-Rolland ne peut pas dire que j'ai été tendre à temps plein avec elle. Marc Boursier non plus. Marc-Olivier Neveu non plus. Donc, je pense que j'ai eu une forme d'équité envers tout le monde. Est-ce qu'il y a de l'objectivité pure et dure? Non. Il n'y a pas personne qui va me faire croire qu'un journaliste est objectif de A à Z. C'est impossible. Ne serait-ce que dans le choix du titre, il y a de la subjectivité. Ceci dit, revenons à nos moutons. Cette semaine, dans le journal, vous allez voir une chronique d'à peu près 1100 mots. Normalement, là, une chronique, un commentaire, 600, 650 mots maximum. Mes patrons m'ont laissé plus d'espace, mais honnêtement, j'en aurais eu besoin de beaucoup plus parce que je veux y aller de mes prédictions. Et c'est pourquoi j'ai dit à mes patrons, vous allez être contents, là. Je vous fais une passe à la palette, ça va être gratuit ce balado-là, je ne vous envoie pas de facture et j'y vais avec mes prédictions pour que les lecteurs d'Info Laurentide, pour que les auditeurs de ce balado, comprennent un peu plus les enjeux politiques. Donc, les 13 personnes qui, selon moi, vont accéder au conseil municipal le soir du 7 novembre prochain, je vais vous les déballer lentement mais sûrement. Je vais vous faire un petit, comment je pourrais bien dire ça, une partie un peu plus amplifiée pour la mairie. Je vais décortiquer pourquoi un, pourquoi pas l'autre, pourquoi une, pourquoi pas l'autre, selon les aspects. Et pour ce qui est des candidats dans les quartiers, on va y aller un après l'autre, du quartier 1 au quartier numéro 12, en passant, lorsque les experts d'RDS ou de TVA Sport ou de peu importe où font leurs prédictions pour les séries finales de la Coupe Stanley. Souvent, pour la première ronde, il y a 8 rondes. Il y en a qui ont 6 mauvaises prédictions sur 8. Disons que j'en ai 6, 7, 8 de bonnes sur 13. Là, ça va être une bonne moyenne au bâton. On va y aller avec la mairie. Selon moi, Janice Belair-Rolland va remporter la prochaine élection à la mairie de Saint-Jérôme. Et selon ce que j'ai vu au cours des derniers mois, je vous dirais les 6-7 derniers mois, elle est la personne la plus compétente pour diriger la ville. Sur quoi je me base? Est-ce qu'elle est parfaite? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle a une formation politique forte? Selon moi, Vision Saint-Jérôme, c'est le panel qu'on nous présente, les 12 candidats là, dans les quartiers, c'est l'équipe la plus faible qu'on a eu à présenter des 3 élections. Bon, évidemment, Vision Saint-Jérôme ne sera pas d'accord avec moi, mais j'ai quand même vu les 3 élections. Est-ce que je connais tout le monde personnellement? La réponse, c'est non. Mais j'aimais mieux, disons, le mélange des dernières années que ce que je vois cette année. Mais ceci dit, dans le cas de Janice Belair-Rolland, là où elle a beaucoup, mais beaucoup gagné de points, c'est lorsqu'elle s'est levée dans le dossier Lyon. Rappelez-vous, le printemps dernier, la ville de Saint-Jérôme s'attendait à recevoir le groupe Lyon avec sa nouvelle usine à batterie. Finalement, il y a eu du lobbying, je dirais malsain, d'ADM, d'Aéroport de Montréal. Tant mieux pour Lyon, là. Ils ont eu un terrain pas cher et une bâtisse pas chère. Les autres sont à la bourse, sont bien contents. Mais quand un organisme fédéral s'en va jouer dans la cour des municipalités, ADM a déjà fait ça avec d'autres villes, hein. Toutes les villes limitrophes à Mirabel, là, il y en a beaucoup, il y en a une douzaine au moins, 12-13, je pense, de mémoire. Quand tu t'en vas chercher, disons, à Saint-Eustache ou à Sainte-Thérèse, une entreprise, en leur donnant des facilités, c'est vraiment pas évident pour des villes qui comptent sur les taxes de ces entreprises-là. Donc, Janice Belair-Rolland, meilleure personne, selon moi, pour diriger la ville. Est-ce qu'elle a fait une bonne campagne? Oui, dans l'ensemble, mais il y a eu quelques points, je pense, qu'elle aurait
pu faire mieux. Le débat, il a été sur la défensive, un ton, elle n'aime pas ça que je dise ça, mais un peu arrogant. Je ne parle pas nécessairement envers ses adversaires. Tu sais, il posait des questions, puis un petit peu, là, voyons. Tu sais, il y avait un ton que... elle n'aurait pas fait un débat national avec ça. Loin de là, elle se serait fait crucifier sur la place publique. Mais, somme toute, enfin, vers la fin de sa campagne, elle a misé sur le bilan économique de Vision Saint-Jérôme, c'est-à-dire 7 années sur 8, pas d'augmentation de taxes. Est-ce qu'elle s'est dissociée assez de Stéphane Maher? Pas du tout. Ça, selon moi, ça a été une erreur. Mais somme toute, dans l'ensemble, quand on regarde le portrait, elle est la meilleure personne pour diriger la ville. Marc Boursier, c'est un bon gars. Je le connais depuis longtemps. Il a basé sa campagne sur Stéphane Maher. Mais il n'est plus là, Stéphane Maher, depuis 10 mois. 9 mois, 10 mois. Il n'a pas été capable de chiffrer ses promesses électorales. Au débat, il a constamment joué du coude. Ouais, votre chef spirituel, Stéphane Maher, etc. Il dénonce une politique de salissage de la part de Vision Saint-Jérôme, une façon, disons, dépassée de gérer la ville, mais il a joué dans le même jeu durant la campagne électorale. Et quand je parlais tantôt qu'il n'a pas chiffré ses promesses, là, il a parlé des glaces avec des dômes au mois de l'hiver dernier, pas chiffré ça. Des promesses en transport, tout dépend de Québec, ça dépend absolument rien de lui. Des promesses qui existent, genre un système d'alarme avec les téléphones cellulaires, disons, je sais pas, moi, il y a une panne généralisée à l'usine d'épuration d'eau, vous devez réduire votre consommation d'eau, on reçoit ça maintenant par courriel. Bon, lui, il a fait la promesse, mais ça existe depuis 2 ans, il y a 15 000 personnes abonnées. Et l'autre chose, moi, qui m'a vraiment déçu dans son cas, c'est dès le jour 1 ou dans les premières journées de sa campagne, il disait, moi, je veux faire un mandat, mon parti va être dissous au lendemain de la campagne. Puis, un gars comme Marc-Olivier Neveu pourrait me succéder dans 4 ans. Je veux dire, ça n'a ni queue ni tête. Donner un passe-droit ou paver la voie à un adversaire politique présentement, c'est du jamais vu. Pour ce qui est de Marc-Olivier Neveu, je sais qu'il y a une tendance à la hausse de ce temps-ci. Là. C'est bien cute de voir un gars de 21 ans qui est rendu à 22 ans. Je sais qu'il y a certaines personnes âgées qui apprécient particulièrement Marc-Olivier Neveu. Luc Ferrandez en a parlé une couple de fois. Au 98.5, on en a parlé aussi avec Nathalie Normando. Il y a eu également la presse qui a fait un papier sur lui. Mais sincèrement, là, c'est bien cute. Mais moi, je vais vous parler de son plan, puis là, je vais le déplier, là, son plan de construction ou de rénovation des immeubles. Là. Ça ne tient pas la route, mais pas du tout, du tout, du tout. C'est zéro comme dans Ouellette. Comprenez-moi bien, là. Et vous allez dire aussi qu'il s'en va avec ses skis. À part de faire du journalisme depuis 18 ans, je vous en ai déjà parlé, propriétaire d'immeubles à logement, mais depuis les 5 dernières années, là, pendant à peu près 30 heures par semaine, j'ai discuté avec des fournisseurs, des entrepreneurs. Je suis à l'école présentement, à temps plein, centre de formation professionnelle pour un cours d'entretien général d'immeubles. J'ai travaillé avec un menuisier à temps plein. J'ai fait un bout de mes rapports d'impôts avant que le comptable arrive. J'ai travaillé dans le milieu de l'immobilier. Je travaille dedans. Et présentement, le milieu de l'immobilier, c'est l'anarchie. Tu as quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'uréthane. Il n'y a plus de barils pour shooter le sous-sol, disons. Là, il s'en va voir un de ses compétiteurs, il achète des barils, puis il est prêt à payer 5, 6, 700 piastres de plus le baril. Croyez-moi qu'il va filer la facture aux consommateurs. Là. Donc, déjà de budgéter des logements sociaux, des choses comme ça, ça ne se fait plus. On n'est plus capable de tenir les soumissions 90 jours comme c'était le cas avant. On a de la misère à les tenir une semaine. Dans le cas du fer, le prix a explosé à un moment donné. Le gyps, on n'avait plus. Donc, quand je parle d'anarchie, là, après ça, c'est facile d'y aller. Ils sont tous réunis dans une cuisine ou dans un sous-sol d'un de la gang du mouvement jérômien, puis dire on pourrait faire telle affaire. Mais je vous dis, là,
Ça ne tient pas la route. Puis on va passer le programme un par un, vite fait. Allez sur Internet si vous voulez, là. C'est mouvementjérômien.com 7.1. Augmenter le nombre de logements disponibles au centre-ville. Puis là, je vous lis ça mot pour mot. Adapter le zonage pour favoriser les bâtisses mixtes, commerciales et résidentielles, et cibler les terrains développés par des promoteurs. Imposer une taxe pour les locaux commerciaux ou les bureaux vacants pour motiver les propriétaires à rendre leurs locaux plus accessibles ou à les convertir en logements. Sincèrement, là, imposer une taxe aux locaux commerciaux ou aux bureaux vacants pour motiver les propriétaires à transformer ça en logement. C'est fou à attacher, cette phrase-là. Là. Disons, tu imposes, premièrement, le gars ou la fille qui est propriétaire du building, là, bien, il a perdu son commerçant. Je vais vous donner un exemple. Il y a une pizzeria dans le centre-ville en face du vieux Shack, là. Je ne sais même pas à qui elle appartient, puis je ne sais pas à qui la bâtisse appartient. Mais disons, du jour au lendemain, la pizzeria à part. Parce qu'il y a un local plus convenable, pas trop loin de là. Le propriétaire, lui, se tourne les pouces, pas facile, relance de la pandémie, les restos, etc. Eh bien là, Marc-Olivier Neveu, comme maire, lui, il garoche une taxe à la gueule. Si tu ne convertis pas ça en logement, mais pensez-y, là, c'est une grosse vitrine en avant. Mettez-vous un salon avec une grosse vitrine comme ça, vous ne serez pas capable de voir la télé, ben trop de lumière. Fait que là, il faut refaire l'aventure. Les vitres, puis la porte. Rien que ça, c'est 20 000. La petite toilette dans le fond de 4x4 là, pour aller faire pipi puis se laver les mains, là, bien là, faut que tu mettes un bain et une douche. Faut que tu fasses ça un peu plus grand. Tu n'as pas la tuyauterie pour mettre ton bain. Ben, qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu pètes le plancher. OK. Les grandes fenêtres sur le côté, ça aussi, c'est un peu de luminosité. Tu sais, une chambre à coucher. Tu as beau avoir la cathédrale à côté qui fait un peu d'ombre, là, mais tu fais quoi? Paf, tu pètes ces fenêtres-là, tu recommences à zéro. Un autre 20 000. Et c'est comme ça tout le long. Convertir un local commercial en logement, c'est minimum 100 000 $. Minimum. Fait qu'est-ce que tu fais? Tu prends la taxe ou tu prends le 100 000? 7.2. Obliger la création de logements abordables dans des projets immobiliers. Ça existe déjà. Mais là, le plan, c'est 20-20-20. Par exemple, un projet de 20 unités devrait composer 4 logements sociaux, 4 logements abordables, puis 4 logements assez grands pour les familles. Il n'y a pas un entrepreneur qui va commencer ça, là. Des logements assez grands pour des familles, c'est des 5,5. Donc, tu vas mettre les 5,5 en bas. Après ça, en haut, bien là, tu vas faire des 4,5. Mais là, ta division entre ton 4 et ton 5,5 n'est pas pareille, là. Puis là, écoutez-moi bien, là, les gens de Mouvement Jérômien, peut-être vous ne connaissez pas trop la construction, là, mais la ligne d'eau, là, tu sais, là, quand tu as un vent qui sort par le toit, un petit tuyau d'un pied, puis le tuyau qui passe dans le mur, ça, c'est la même famille, ça. C'est le vent en haut, puis c'est l'égout en bas. Mais si ta division n'est pas pareille dans ton logement, ça va te coûter plus cher. Prenez un triplex. Le vent est en haut, puis là, ça descend dans un garde-robe, puis oups, ça ramasse le logement du 3. Tout l'égout du logement du 3 s'en va là. Après ça, l'égout du logement du 2, après ça, l'égout du logement du 1. Mais si tu as des logements plus grands en bas, tu vas le passer où, ton égout? Oui, ça se fait, mais il y a des coûts supplémentaires. 7.3. Mandater l'Office municipal d'habitation d'agrandir son parc de logements sociaux. Parfait. 7.4. Favoriser l'acquisition d'immeubles par des organismes à but non lucratif, OBNL. Les OBNL vont acheter des immeubles. Avez-vous vu le prix de ce temps-ci? J'ai vu, moi, des duplex. Des duplex des années 50. J'ai vu un, là, sur Fournier. On ne parle pas de la rue la plus récente de Saint-Jérôme, là. 357 000. Pensez-vous qu'un OBNL va acheter ça? Jamais de la vie. Permettez-moi une petite gorgée d'eau parce que je parle pas mal. 7.5. Recenser le parc immobilier locatif dans la ville ainsi que l'état des habitations. Bon, tu veux faire du recensement. Bien correct. Fais du recensement. Mais ça, c'était 7.5, pardon. 7.6, celle-là est bonne. Écoutez bien ça. Favoriser la construction et la rénovation des unités d'habitation accessoires. Inciter la construction et la rénovation des unités d'habitation accessoires ou des unités secondaires, attachées ou détachées,
s'intégrant à un lot déjà occupé par une résidence principale. Donc, faites un bachelor ou une multigénérationnelle. Prenez un bungalow dans Saint-Pierre, vous le mettez où, votre multigénérationnel? La porte d'entrée pour le sous-sol n'est pas faite. Bon, ben, creusez, faire la porte d'entrée. Les plafonds sont assez hauts. Service des incendies, il faut qu'ils se mettent là-dedans. Prenez toujours le même bungalow dans Saint-Pierre. Tu construis une rallonge en arrière. Là, ça va te prendre des dérogations mineures parce que ton terrain pas assez large ou pas assez profond pour mettre une unité. Il y a ça aussi, là. 7.7, soutenez les approches innovantes. Soutenez techniquement l'autoconstruction, la cohabitation. L'autoconstruction. C'est parce que plus loin, il dit exactement le contraire. Mais bref, paragraphe creux. 7.8. Lutter contre l'insalubrité des logements et soutenir les locataires aux prises avec des problèmes de logement insalubres. Dénoncer un logement ne répondant pas aux normes de salubrité. Parfait. La Ville a décidé de jouer dans ce film-là. Est-ce qu'à l'inverse, elle va aussi jouer dans le film où est-ce que les propriétaires se retrouvent avec des logements cochonnés par les locataires? Parce que moi, je n'ai pas de problème. Il y en a des propriétaires cochons. Alors, regardez à Saint-Jérôme, regardez des devantures, là, quand tu vois des maisons avec des vitres qui ne sont même pas en thermo, là, ça date des années 60, cette affaire-là. Là. Oui, il y a des propriétaires cochons, mais il y a des locataires cochons. Donc, si la Ville veut jouer dans une équipe, est-ce qu'elle va aussi accepter de jouer dans l'autre? 7.9. Et c'est là qu'on part. J'en ai parlé dans ma dernière chronique. Subventionner les rénovations de remise à niveau de vieux logements afin de les rendre salubres et conformes au Code de construction de la Régie du bâtiment du Québec. Ces subventions seront accompagnées d'un contrat dans lequel, là où le propriétaire de l'immeuble va s'engager à maintenir le loyer à un taux établi. Vous, là, vous voulez faire le revêtement de votre duplex dans Sainte-Paul ou dans Saint-Lucien. C'est du vieux clapboard. Vous savez, des tuiles d'amiante. Il y en a à Saint-Jérôme de ça, là. Bon, ben là, 20 000 $ que ça coûte. Parfait. L'inspecteur de la Ville arrive. C'est parce que vos rampes au deuxième étage, là, le code du bâtiment, c'est 42. Vous avez des 36. Votre escalier qui fait une courbe, là, comme en 90 degrés, mais en spirale, là, ben, c'est plus conforme. La rampe à 36 pouces, débarquez-moi ça. Oh, en arrière aussi, vous avez des rampes à 36, bien, vous allez me débarquer ça. Dans le sous-sol, pas de clapet anti-refoulement sur les appareils, votre laveuse-sécheuse, vous avez une tub, un comptoir avec de l'eau, vous avez une salle de bain, un 3 morceaux, là, une petite douche dans un coin, puis toilette, lavabo. Vous n'avez pas de clapet. Ça vous prend des clapets. Pète la dalle. Au niveau électricité, il y a des petits disjoncteurs maintenant qui se font. Là. Ultra sensible, 85 $ le morceau. Ça, c'était il y a 2 ans. Je ne sais pas si on rendait à combien. Un ancien breaker, un ancien disjoncteur, c'était à peu près 4, 5, 7 $. Mettons 10 $. Bien là, c'est qu'il faut rentrer ceux à 80 coques. Là. Ah oui, vous n'avez pas de valve, des valves à billes en dessous des appareils d'eau. Bien, il faut en mettre partout. C'est sur le code. Fait que votre revêtement, là, il ne finira plus à 20 000. Là. Disons que la Ville paye la moitié. Parfait, vous sortez 10 000. Non. Là, vous allez devoir sortir 50, 60, 70 000 pour mettre votre maison au code. Puis, conséquence, vous ne pourrez pas augmenter vos loyers. Donc, je comprends que c'est cute, Marc-Olivier Neveu. Là. Il est bien fin, là, le gars, bien intelligent. Là. Mais il n'y a pas d'expérience. Il y a une crise en quelque part. Il y a une crise où est-ce qu'on doit gérer avec le gouvernement, puis tout ça, puis peu importe, là. Es-tu quelqu'un de 22 ans qui n'a aucune expérience de vie? Ces emplois, Marc-Olivier Neveu, là, c'est des emplois d'étudiants qu'il y a eu jusqu'à présent. Là. Je nommerai pas les entreprises, là, mais ils sont à Saint-Jérôme, mais c'est bien correct. Là. Mais 22 ans, on n'est pas là, là. Puis avec le plan que je viens de vous décrire sur le milieu de l'habitation, là, ça, c'est des gens de la gauche, j'ai rien contre la gauche, qui connaissent absolument rien au milieu de la construction et qui pensent sauver le monde et surtout sauver le milieu
locatif à Saint-Jérôme, qu'il y a une crise de logement, une pénurie de logement, mais ça ne se réglera pas comme ça. Les quartiers maintenant. Quartier numéro 1. Il y a 4 candidats parce qu'il y a un candidat indépendant. Donc, les 3 partis politiques, Avenir Saint-Jérôme de Marc Boursier, Mouvement Jérômien de Marc-Olivier Neveu et, bien entendu, Vision Saint-Jérôme, Janice Belair-Rolland, ont des candidats. D'ailleurs, tous les partis en ont dans tous les quartiers. Il y a 2 candidats indépendants dans le 1 puis dans le 5. Et le candidat indépendant, Louis-Philippe Beaulieu, c'est une bonne tête politique. Écoutez, c'est l'ancien président de Vision Saint-Jérôme. Vision Saint-Jérôme ne voulait pas le reprendre. Son père, Benoît Beaulieu, a brassé un package à la fin. Il ne voulait rien savoir du fils, pas pantoute. Mais pourtant, lui, il sait comment ça marche dans le parti, là. Il sait que Simon Garrity aime ça mettre un gros duct tape sur la bouche des élus. Non. Parlez pas trop au conseil, on gère ça, le maire puis moi. Ça a été ça pendant des années. Donc, Louis-Philippe Beaulieu, lui, il a marché le quartier 2 fois plus tôt qu'une. Je dirais quasiment 3 fois plus tôt qu'une. Il a marché avec les bourgeons, il a marché avec les feuilles vertes, puis il a marché avec les feuilles qui ont tombé. Rémi Barbeau aussi du mouvement jérômien, lui aussi s'est usé les semelles à marcher. Il s'est fait claquer à la porte au nez une couple de fois, par contre. Le mouvement jérômien ne plaît pas à tout le monde. Mais tout de même, il a marché. Ça va être serré entre les deux. Je pense que Louis-Philippe Beaulieu va l'emporter. Dans le quartier numéro 2, Moïse Maillot-Wanda. J'espère que je le prononce bien. Le plus grand exploit de Marc-Olivier Neveu, je pense que ça aurait été de regrouper une équipe complète. Ça n'a pas été facile, là. Écoutez, ça a été à l'arraché. Il a fallu qu'il déménage Joanne Dicker du 8 vers le 9. Il a fallu qu'il prenne 2 candidats indépendants, dont M. Wanda. Mais je l'ai rencontré, parlé quelques reprises. Une bonne tête. Ça ne sera pas facile là-bas. Mme Laframboise connaît le quartier, même si elle a été élue, disons, assez facilement à la dernière élection, là. Elle connaît son quartier, elle l'a marché. Mais moi, je prédis une victoire de M. Wanda. Dans le quartier numéro 3, on est encore à La Fontaine, l'ancienne ville de La Fontaine. François Poirier, pour reprendre Roger Brulotte. C'est un des meilleurs conseillers municipaux. C'est un homme qui est très effacé. A été comme chef intérimaire du parti quand Mme Saint-Gelais est partie le printemps dernier. Il était président du comité consultatif d'urbanisme. Il connaît le dossier sur le bout de ses doigts. Il va revenir pour un 3e mandat. Quartier numéro 4. Éric Bach. Ça, c'est un quartier très dortoir. Un domaine parent, quartier Montmartre. Mouvement jérômien lui a recruté Alain Langlois, qui a été mis à la porte par Vision Saint-Jérôme au profit de Marc Boursier en 2013. Éric Bach, c'est pas mon préféré, là. Je veux dire, c'est pas un gars qui a fait... C'est pas un gars consciencieux, on va se le dire, là. L'été dernier, j'avais des questions à poser concernant une situation avec la mairesse. Il ne m'a jamais rappelé. Il a mis la mairesse dans l'embarras total. Mon texte était parti, c'était fini final. On oublie ça. Dossier des matières résiduelles, j'ai déjà posé des questions, je vous en ai déjà parlé. Il connaissait rien aux questions. Lui, il a voté ça aveuglément. C'est lui qui a piloté le dossier. L'hiver dernier, celle-là était bonne, hein? Il dit, si les rues sont mal déneigées, c'est à cause des petits déneigeurs privés qui font un fond de cours. Voyons, je veux dire, moi, les déneigeurs privés me disaient c'est parce qu'on avait une tempête un samedi de février. On n'avait pas vu une charrue, c'est pas compliqué, de midi à 3 heures. Il n'y en avait pas une dans la ville. Ils avaient tous été prendre le break, où il était en changement de chiffre, où il avait mal coordonné, peu importe. Ben, c'est lui qui a dit ça. Mais malgré tout, Éric Bach va l'emporter. Il connaît beaucoup de gens dans le secteur. C'est sa 3e ou 4e élection de mémoire, au moins sa 3e. Je lui donne la victoire. Quartier numéro 5, on est dans Sainte-Paul. C'est l'ancien quartier de Bernard Bougie. Ça a été un choix difficile, honnêtement, là. La candidate indépendante, Laurence Vial, qui était avec le mouvement jérômien au début, a fait une solide campagne. Elle, tous les commerçants de son secteur, elle les a visités. Écoutez, Summit, qui est un fournisseur d'outils, là, moi, je vais régulièrement chez Summit parce qu'il y a des outils qu'il n'y a pas ailleurs. J'ai appris grâce à elle sur son Facebook que Summit, il y en a 4 au Canada, 3 en Colombie-Britannique, puis 1 à Saint-Jérôme. Elle les a tout fait, les commerçants, mais elle affronte Terry
Terry Tubb de Vision Saint-Jérôme. C'est pas quelqu'un qui est très connu, c'est quelqu'un qui est très diplômé cependant. Mais elle, son avantage, c'est Bernard Bougie. Parce que lui, Bernard, les résidences pour personnes âgées, il les connaît. Il a déjà été dans le club optimiste. Écoutez, il te la promène partout. Mais malgré tout, une victoire à l'arraché pour Laurence Vial. Dans le quartier numéro 6, on est dans le quartier Saint-Lucien pour situer les gens. Saint-Lucien, centre-ville. Là. Benoît Delage est là depuis longtemps. On ne peut pas dire que c'est un conseiller qui a fait beaucoup de bruit. Là. Lui, il votait pour des augmentations de taxes dans le temps de Marc Gascon. Lui, c'est un bon soldat qui est au conseil municipal avec un gros duct tape sur la bouche. Lui, il ne parle pas. Il ne parle pas. Benoît va à gauche, parfait, Benoît va à gauche. Benoît va à droite, Benoît va à droite. C'est aucun problème. On ne peut pas dire qu'il a réglé ben de dossiers dans son quartier, parce que c'est un quartier, défavorisé, tout ça. Les mêmes problèmes sociaux qu'il y avait il y a longtemps, ils n'ont pas changé avec lui. Il affronte du mouvement jérômien Jessica Reggi, qui est la candidate la plus scolarisée. Je pense qu'elle a un doctorat ou qu'elle est sur le point de le compléter. Moi, ce qui m'a un peu titillé dans son cas, première fois qu'elle sort en conférence de presse, elle n'a pas parlé de son quartier, pourtant les enjeux sont là. Elle a parlé du lac Jérôme. Ça la fatiguait. Il me semble qu'il y avait d'autres choses à parler, mais parce qu'il connaît beaucoup de gens, je pense que Benoît Delage va l'emporter. Petite gorgée d'eau. Bon. Quartier numéro 7. Un quartier qui a pas mal... qui s'est promené depuis 8 ans. Il y a 8 ans, c'était Stéphanie Viens-Prou qui avait battu Michel Gagnon. À l'époque de Vision Saint-Jérôme, il n'avait pas fait une bien bonne campagne. Son porte-à-porte, il n'avait pas été rigoureux, alors que Mme Viens-Prou avait été très rigoureuse. Je pense que Michel Gagnon a eu sa leçon et je pense qu'il va battre Chantal Lambert, même si cette dernière connaît beaucoup de monde. Quartier numéro 8, en passant dans le cas du numéro 7, Michel Gagnon, il est pour Avenir Saint-Jérôme de Marc Boursier. Quartier numéro 8. Bon, là, on va me faire tirer des tomates, mais ainsi va la vie. Le candidat de Vision, Alexandre Paradis, n'est pas dans une bonne position. Il y a un doublon sur son bulletin de vote. Évidemment, du côté de Vision, on ne veut pas annuler l'élection. Il y a une sortie de Benoît Beaulieu. En fait, on ne veut pas ne pas présenter de candidat, mais sincèrement, là, il y a matière à refaire une élection après. Juridiquement parlant, là, il y a une pogne, comme on dit. Mais moi, le principe là-dedans, là, c'est que tu as 25 noms à vérifier. Tu n'as pas le bottin téléphonique. Tu as 25 noms. Si tu n'es pas capable de vérifier 25 noms sur une feuille, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas devoir analyser un document officiel? Qu'est-ce qui va se passer quand tu devras comprendre un document officiel? Tu vas-tu y mettre le temps nécessaire? Pas pantoute. L'autre affaire aussi, puis là, je vais me faire traiter de jaune, et c'est bien correct ainsi. Mais quand tu deviens une personnalité publique, il y a des choses que tu ne peux pas faire et des choses que tu peux faire. Alexandre Paradis, c'est un humoriste dans la vie, pas de problème avec ça. Ça se peut que des humoristes aient des Facebook un peu bizarres. Mais quand tu te présentes en politique, là, tu fais le ménage sur ton Facebook. En 2017, là, Mme Laframboise avait une couple de photos de party sur son Facebook. Andrew Hatem l'a appelé, il dit « Fais le ménage ». À Vision, on n'a pas fait ça. Personnellement, le 26 octobre dernier, j'ai parlé à quelqu'un de Vision. J'ai dit, c'est parce qu'Alexandre Paradis, là, ça ne fait pas tellement sérieux. Là. Il y a une photo qui date de 2015, mois d'avril de mémoire, là, puis il est habillé juste par une guitare. Mais oui, il était en bobette, était tout nu, je ne sais pas, mais il y avait une guitare. Sincèrement, là, manque de jugement. Et ça, le jugement, c'est un critère quand tu es conseiller municipal. Parce que ce n'est pas une job qui s'apprend, c'est une job qui se vit. Et ça se fait avec ton jugement. C'est pour ça que je vois Marc-Antoine Lachance du mouvement jérômien l'emporter. Dans le quartier numéro 9, il va y en avoir 2 déçus. Il y en a, les 3 ont déjà goûté au conseil municipal. André Marion, Avenir Saint-Jérôme, Joanne Dicker, mouvement jérômien. Mais mon choix s'arrête sur Sophie Saint-Gelais. C'est de Vision Saint-Jérôme. C'est la personne la plus compétente. Joanne Dicker, 8 ans au conseil municipal, sincèrement, là, bonne personne, là, rien au niveau personnel, comprenez-moi bien, mais la compréhension de la game municipale, le vocabulaire, elle ne comprend pas. Elle n'a pas compris. Jusqu'à la fin, là, au conseil municipal, des questions bizarres, là,
Oui, quelqu'un qui commence, pas de problème, mais pas de la part d'une vétérante. André Marion, tu fais une bonne campagne à pied en porte-à-porte. So-so, comme on me dit. Mais je n'ai pas toutes les sources, là, mais on me dit so-so. Bref, Sophie Saint-Gelais, la victoire de ce côté-là. En passant, le 9, pour vous situer, on est à peu près dans Sainte-Marcel. Quartier numéro 10, maintenant, la gagnante, selon moi, Kim Quintal. En 2013, Mario Fauteux avait obtenu la plus petite victoire de Vision, 37 votes. Écoutez, il avait chaud, il faisait les 100 pas le soir de l'élection. Bien, finalement, il avait gagné, mais par la peau des fesses. Janice Belair-Rolland a récupéré son district en 2017, rappelez-vous. Fauteux s'était fait tasser, Belair-Rolland est arrivé. On connaît l'histoire, je ne répète pas ça. Mais je crois que la mairesse a mis toute la gomme pour faire élire Kim Quintal dans son quartier. Elle veut que ce quartier-là qu'elle tient demeure à Vision Saint-Jérôme. Donc, c'est pourquoi Kim Quintal sera la gagnante. Un autre petit gorgée d'eau. Quartier numéro 11, maintenant. On est toujours dans Bellefeuille. Il y a 3 candidats de taille, selon moi. Richard Vermette, connu pour Vision Saint-Jérôme. C'est un gars gêné, Richard. Pas sûr que le porte-à-porte, c'était sa tasse de thé. Michael Nong, je ne sais pas si je le prononce bien, N-J-O-N-G. Lui, il est du mouvement jérômien. C'était présenté aussi en 2017. Écoutez, un gars, là, cet été, on me dit qu'il aurait rassemblé 200 personnes. Quand même pas rien de nos jours, là. Rassembler 200 personnes, ça, je pense que ça compte pour les votes. Et l'autre, c'est Martin Pigeon, dans son cas, c'est d'Avenir Saint-Jérôme. Dans le cas de Martin, s'est présenté souvent comme conseiller municipal, a été élu sous Marc Gascon. C'est grâce à lui si notre compte de taxes, entre autres, est plus élevé. Lui, il votait tout le temps pour des augmentations de taxes. Lui, il aimait beaucoup ça. Aveuglément, publiquement, il n'a jamais débattu, il n'a jamais combattu, fighté son chef, à l'époque, Marc Gascon. Bernard Bougie et Benoît Delage non plus, d'ailleurs. Eux autres aussi votaient augmentation de taxes, oui, parfait, 4 % excellent, on lève la main. Mais néanmoins, il est populaire et je pense qu'il a fait un bon travail de terrain. Dans le cas de M. Nong, je pense même qu'il va finir deuxième. Il a travaillé fort. Il a fait un gros travail de terrain. C'est pas sur le compte Facebook de Démocratie Saint-Jérôme qu'il va gagner ben des votes, là. Tout le temps, la même gang de parleux qui sont là. Mais tout de même, il a fait un gros travail, mais je donne la victoire à Martin Pigeon d'Avenir Saint-Jérôme. Quartier numéro 12, je donne la victoire à Nathalie Lassalle. Elle est là depuis 8 ans. Elle va être difficile à déloger. Son porte-à-porte, elle a fait pas mal durant la campagne, mais pas mal aussi avant. Elle a fait signer une pétition, je ne me rappelle plus combien de noms, là, mais plusieurs centaines. Non, elle a travaillé fort. Ça, le problème dans son cas, c'est qu'elle dit « Ah, enfin, je vais pouvoir parler », mais ça fait 2 ans qu'elle est conseillère indépendante, puis on ne peut pas dire qu'elle a marqué beaucoup de points, là. Quand elle avait des ouvertures en plein conseil, elle ne réagissait pas à la fin quand c'était la parole aux élus. C'était toujours des phrases préfabriquées. Là. Bon, on ferme les lumières à cathédrale, on n'illumine pas le cégep, etc. Là, puis le centre sportif, elle trouve que c'est pas une bonne idée, alors que la ville est en pleine croissance, ce qui est totalement le contraire. Écoutez mon entrevue sur Balado avec Pascal Laliberté de Soccer Saint-Jérôme. Là, ça fait avril ou mai, j'ai fait ça, là, 5-6 mois. Mais bref, il y en a en masse des exemples comme quoi que les besoins sont là. Mais bref, malgré tout, je donne la victoire à Nathalie Lassalle dans le quartier numéro 12. Donc, selon moi, 2 indépendants. Vision Saint-Jérôme, je donne François Poirier, Éric Bach. Benoît Delage, Sophie Saint-Gelais et Kim Quintal, ça fait 5. Le restant pour Avenir Saint-Jérôme de Marc Boursier. Si c'est le cas, bien évidemment, disons que toutes mes prédictions sont bonnes. La mairesse n'aura pas le pouvoir au conseil municipal. Elle devra faire des alliances, par exemple, faire voter le budget. La bonne chose, là, je l'ai souvent dit dans ma chronique, le Québec et la Colombie-Britannique sont les 2 seules provinces au Canada où il y a des partis politiques municipaux. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la ville va être dysfonctionnelle? Pas pantoute. Ça va forcer les élus à s'asseoir, à se faire un programme du conseil. Puis là, c'est pas compliqué. Là. Tu fais venir les sandwichs pas de croûte, là. Tu assois tout le monde dans la même salle. Bon, quartier numéro 1, c'est quoi tes besoins?
La vitesse sur Bourassa. Parfait. On va régler ça. Êtes-vous tous d'accord? Là, il y en a 4-5. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que ce serait telle affaire. Et là, ils vont finir par faire un papier, un genre d'agenda des 4 prochaines années du conseil municipal, puis ils vont travailler là-dessus. C'est comme ça qu'ils vont réussir à gérer la ville. Et souvent, au niveau fédéral ou provincial, quand c'est un gouvernement minoritaire, on dirait qu'on est mieux servi. Bien, peut-être que cette fois-ci, ça va donner la même chose. En terminant, je veux vous remercier. Les balados sur le débat organisé par Info Laurentide ont très, très bien fonctionné. Je vous invite à continuer à nous écouter. Et bientôt, on va peut-être rester sur la même plateforme, mais je sais qu'on va changer de plateforme. On sera plus accessible sur les téléphones portables, etc. Donc, des bonnes nouvelles concernant les balados à venir. Merci à tous. Puis, autre chose aussi, allez voter le 7 novembre prochain.